Donc, bonjour tout le monde. D'abord, merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous ce soir. Donc, comme monsieur a dit, ce soir, on va parler d'immigration. Plus précisément, je vais faire en quelque sorte la synthèse du livre que j'ai écrit avec mon collègue Benoît Dubreuil, le livre Le remède imaginaire, pourquoi l'immigration ne sauvera pas le Québec. Auparavant, avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais par contre faire une petite mise en contexte un peu de pourquoi on a écrit le livre et dans quel contexte on l'a écrit. Donc, en fait, comme vous savez tous, l'immigration, il y avait une idée préconçue sur l'immigration, une espèce de lieu commun qui disait que l'immigration salvatrice allait régler nos problèmes démographiques, qui était essentiel pour la prospérité économique. Je donne quelques exemples, on dirait un peu partout dans les médias ou chez les politiciens. Bon, premièrement, par exemple, André Pratt, dans la presse, qui a jadis dit ceci. Parce qu'ils sont jeunes et instruits, les immigrants pourront donner à l'économie québécoise un souffle qui viendrait à lui manquer en raison du vieillissement de la population. Bon, cette idée-là est également reprise dans le Devoir, par exemple, dans sa collègue Marie Gervais, qui disait « Les Québécois vieillissent, prennent leur retraite, devant cette désertion du marché du travail, le Québec est forcé de s'en remettre à sa main-d'œuvre immigrante qui représentait en 2006 11% de la population totale. Il n'est d'ailleurs pas de question qu'il fasse davantage consensus tant dans les partis politiques que dans les syndicats et autres groupes de pression. » Donc, elle parle même d'un consensus qu'on pouvait voir partout dans la population. Bon, évidemment, ces idées-là sont également reprises par les partis politiques, notamment le parti politique au pouvoir le Parti libéral. Donc, à l'époque, en 2007, il y a eu une consultation publique sur les niveaux d'immigration, et la ministre de l'époque, Léon James, avait justifié les hausses du niveau d'immigration de l'époque par ceci. L'automne dernier, on a pris une décision importante de vouloir hausser les niveaux d'immigration. On l'a fait pour des raisons pour plusieurs raisons, notamment la question du développement économique et la pénurie de main-d'œuvre. Puis bon, actuellement, il y a une nouvelle consultation publique qui a lieu. En fait, elle vient tout juste de se terminer. Et l'idée est également reprise aussi, quoi qu'un peu plus nuancée qu'auparavant. Mais on peut quand même lire quelques idées un peu fausses, comme par exemple ici on disait au-delà de la réponse aux besoins du marché du travail, la contribution de l'immigration maintient du poids relatif de la population en âge de travailler a une influence positive sur la fiscalité, sur les programmes destinés aux plus jeunes et aux plus âgés, sur celui des régimes de retraite. Donc ça, c'est tiré du document de référence produit par le ministère de l'Immigration dans le cadre de la consultation publique pour la période 2012 à 2015. Bon, puis finalement, l'idée d'une migration salvatrice est même reprise dans les manuels scolaires. Donc, je donne un seul exemple. Donc, c'est un manuel destiné aux jeunes secondaires dans un cours d'histoire, qui s'appelle plus Histoire maintenant, mais bon, c'est le même cours. Donc, on peut lire ceci, par exemple, l'immigration contribue alors à contrer les effets de la dénatalité et du vieillissement de la population. Donc, aucune nuance, ça peut contrer les effets de la dénatalité. Donc, en bref, les principaux enjeux qui sont derrière les politiques d'immigration actuelles sont essentiellement démographiques et économiques. Donc, par démographique, on cherche par l'immigration à combattre le vieillissement de la population, ou encore à maintenir un certain poids de la population en âge de travailler, ou encore du poids du Québec au sein du Canada, ou ce poids politique. Au niveau économique, encore en lien avec le vieillissement de la population, on va parler d'une contribution de l'immigration aux finances publiques, ou encore pour assurer une prospérité de la province. Donc, plus généralement, on entend de plus en plus souvent, on parle de l'immigration pour combler les pénuries de main-d'œuvre. Donc, notre objectif en écrivant le livre, c'était en quelque sorte d'évaluer l'impact des politiques d'immigration sur ces enjeux-là. Donc, il y a des politiques qui ont été établies, puis nous autres, on peut mesurer si oui ou non ces politiques-là vont remplir leur rôle. Donc, bon, premièrement, commencer avec l'impact de l'immigration sur le vieillissement de la population. Donc, c'est quoi son impact réel sur le vieillissement de la population pour l'instant? Donc, pour vous donner un exemple plus concret, je propose un petit exercice démographique. Donc, une projection de population qui supposerait deux scénarios d'immigration. Donc, un à 35 000 par année, un à 55 000 par année. Pour vous donner une idée, à 35 000 immigrants par année, c'est un niveau qu'aucun parti politique a proposé ni en 2007 ni actuellement. Donc, ce serait une diminution quand même assez importante par rapport au niveau qu'on a connu au cours des dernières années. Puis le deuxième scénario, à 55 000, c'est le maintien des seuils décrétés par le Parti libéral. Donc, c'est un niveau d'immigration qui est très élevé si on compare au reste de la moyenne occidentale. Bon, pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous en rappelez, en 2007, l'Action démocratique avait voulu établir 45 000 immigrants et le PQ en avait voulu 50 000. Donc, 35 000, comme je disais, il n'y a personne qui l'a proposé.
Bon, je mets les autres paramètres de la projection seulement à titre indicatif, mais pour vous dire que les autres paramètres sont quand même les mêmes, peu importe le nombre d'immigrants dessus. Donc, premièrement, je présente la pyramide des âges de ces deux projections-là en 2031. Donc, les bandes bleues et roses représentent le scénario prévoyant 55 000 immigrants. Donc, ces deux bandes-là représentent le scénario à 55 000 immigrants. Et la ligne noire représente le scénario à 35 000 immigrants. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de figure-là, je vais expliquer très brièvement. C'est en quelque sorte la distribution de la population par sexe et par âge. Donc, sur l'axe vertical, on a l'âge. À gauche, on a les hommes, à droite, on a les femmes, puis on a leur pourcentage au sein de la population sur l'axe ici. Donc, ce qu'on voit clairement, en fait, c'est que la structure par âge de la population des deux scénarios est à peu près la même. Donc, l'immigration a causé, en fait, un scénario à 55 000, donc un scénario d'immigration massive, contrairement à un scénario plus modéré, a récemment permis de faire les petits écarts qu'on peut voir par-ci par-là au niveau de la structure par âge. Donc, c'est un impact qui est très minime au niveau de la structure par âge de la population. Donc, quand on parle du vieillissement, des conséquences du vieillissement de la population, ce qui nous préoccupe, c'est essentiellement l'augmentation du nombre de personnes âgées, en fait, sur le nombre de personnes en âge de travailler. Donc, c'est ce qu'on appelle le rapport de dépendance des personnes âgées. L'augmentation de ce rapport est évidemment préoccupant, parce que ça signifie qu'il y aurait plus de dépenses, plus de personnes dites dépendantes, donc plus de dépenses en termes de santé, en termes de retraite, et moins de personnes pour payer ces dépenses-là, en quelque sorte. Donc, ce que je présente ici, c'est l'évolution de ce rapport de dépendance selon les deux scénarios que j'ai présentés. Donc, en bleu, le scénario à 35 000 immigrants, et en rouge, le scénario à 55 000 immigrants. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que peu importe le scénario, ce qu'on constate, c'est que le rapport de dépendance va quand même doubler d'ici 2031. Donc, qu'on ait 35 000 immigrants, 55 000 immigrants, le rapport du nombre de personnes âgées sur le nombre de personnes en âge de travailler va passer d'environ 20 actuellement à plus de 40 en 2031. Donc, l'immigration a quand même un petit impact, donc on voit qu'il y a une différence de 1 ou 2 mais en fait, si on regarde ça plus rationnellement, on peut dire que l'augmentation du nombre, en fait, que le scénario à 55 000 immigrants aurait seulement permis de retarder le vieillissement de 1 ou 2 années. Donc, en fait, la différence entre les deux lignes, c'est 1 an ou 2 selon l'année où laquelle on regarde. Donc, en bref, l'immigration est donc un outil très peu efficace pour lutter contre le vieillissement démographique. Bon, évidemment, certains diront peut-être qu'on voit que l'effet augmente avec le temps, donc peut-être qu'il faudrait penser nos politiques d'immigration sur le plus long terme pour essayer de maximiser l'impact sur la démographie. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche tout à fait. Donc, en fait, je donne ça à titre indicatif, si on poursuit la projection jusqu'en 2098. Donc, on se rend compte que l'écart se stabilise peu à peu, puis commence à rétrécir avec le temps. Donc, en fait, si je poursuivais la projection sur une période très longue, donc de 200 ou 300 ans, les rapports de dépendance seraient quasiment similaires, donc ils se rejoindraient. Puis la raison est simple, c'est que la population de la projection à 55 000 immigrants est évidemment beaucoup plus grosse que celle de la projection à 35 000 immigrants. Donc, comme on a une population plus nombreuse, le taux d'immigration, au fur et à mesure que la population augmente, le taux d'immigration des deux scénarios revient au même à peu près. Donc, si on fait un rapport 55 000 immigrants sur la population qui en résulte, et le rapport 35 000 immigrants sur la population qui en résulte, ça va donner un taux d'immigration à peu près pareil. Mais bon, évidemment, si l'immigration a quand même peu d'impact sur la structure par âge, ça ne veut pas dire que l'impact démographique est nul pour autant. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le premier impact de l'immigration est d'augmenter la taille de la population. Donc, si on reprend la projection selon les deux hypothèses, on voit ici que la taille de la population est quand même assez différente d'une projection à l'autre. Donc, par exemple, le scénario à 35 000 immigrants prévoirait 8,5 millions d'habitants en 2031, alors que celui à 55 000 en prévoirait 9 millions. Donc, une différence de 500 000 habitants. Pour la province du Québec, c'est quand même assez important, donc c'est l'équivalent de la ville de Québec environ. Bon, il y a certaines personnes qui vont mettre beaucoup l'accent sur l'importance de la taille de la population. Mais on peut quand même se poser la question si c'est vraiment une fin utile en soi d'avoir une population plus nombreuse ou moins nombreuse.
Bon, c'est un impact qui est souvent cité comme objectif des politiques d'immigration également. Donc, par exemple, dans le document de consultation sur la consultation publique sur les niveaux d'immigration, cet argument-là est utilisé. Donc, on peut lire ceci, par exemple. En intervenant sur la taille de la population, l'immigration a une incidence sur la taille du marché intérieur et sur le poids relatif de la population québécoise dans l'ensemble canadien. Ce qui, en retour, a également un impact non seulement sur son poids politique, mais aussi sur la péréquation et sur la proportion de dépenses du gouvernement fédéral du Québec. Donc, ici, l'importance de la taille met en jeu deux choses ici. Premièrement, il y a le poids politique du Québec. Si on pousse la réflexion plus loin, l'importance politique de cet enjeu, c'est évidemment de maintenir le poids du français ou de la culture québécoise au sein du Canada. Puis ensuite, l'autre enjeu, c'en est un qui serait fiscal. Donc, si on prétend que la taille de la population pourrait avoir un impact positif sur la fiscalité, notamment en termes de péréquation, comme vous allez voir, ce argument est vraiment absurde. Donc, si on regarde comment fonctionne la péréquation, en fait, ce qui nous intéresse au niveau de la péréquation, c'est évidemment la péréquation par habitant et non pas la péréquation totale. Donc, en fait, si l'immigration enrichit le Québec, le Québec va recevoir moins de péréquation parce qu'il va être plus riche. Donc, en fait, pour que les immigrants enrichissent le Québec, il faudrait évidemment qu'il y ait une bonne intégration économique et tout ça. Donc si on suppose un impact positif de l'immigration, l'impact serait négatif sur la péréquation. En revanche, si l'immigration a un impact économique négatif, à ce moment-là, le Québec va recevoir plus de péréquation. Donc, vous voyez un peu l'absurdité de la chose. Prétendre que l'immigration vient augmenter la richesse du Québec par la péréquation, ça revient à souhaiter que les immigrants aient de la difficulté sur le marché du travail. Donc, le seul moyen pour que l'immigration puisse augmenter la péréquation, ce serait qu'il y ait des grandes difficultés puis que, finalement, ils rendent le Québec moins riche. Donc, voilà pour ça. Ensuite, l'autre enjeu qui était relié à la taille de la population, c'est celui du poids du Québec au sein du Canada. Donc, je rappelle que l'importance politique de cet enjeu, c'est de maintenir le poids du français et de la culture québécoise au sein du Canada. Donc, si on augmente la taille de la population par l'immigration, il est donc absolument impératif que les immigrants s'intègrent à la culture québécoise, à la société québécoise et qu'ils adoptent le français, si on cherche à maintenir le poids du français, évidemment, au Canada. Puis, selon les chiffres actuels, on sait qu'il y a quand même qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc, en fait, je donne quelques chiffres ici. Si on prend, par exemple, la proportion d'immigrants qui parlent le français à la maison, c'est seulement 38 %. Donc, c'est un chiffre qui est nettement inférieur à celui qu'on observe chez les natifs. Évidemment, certaines personnes disent que ici, c'est pas un indicateur très important, puisque bon, les immigrants peuvent parler français à la maison, mais quand même être intégrés à la communauté francophone en travaillant en français notamment, ou en parlant en français avec leurs amis. Mais si on regarde les autres indicateurs, donc, par exemple, la langue utilisée au travail, ben, on constate que les chiffres ne sont pas plus encourageants, en fait. Donc, en fait, il y aurait environ 70 % des immigrants qui utilisent souvent ou régulièrement l'anglais au travail. C'est un chiffre qui est deux fois plus important que chez les natifs. Puis finalement, bon, évidemment, la question linguistique, c'est pas le seul concept d'intégration culturelle. Moi, j'aime bien le concept de « Est québécois qui le veut », donc une autodéclaration de sa culture, peu importe la langue, peu importe l'origine et peu importe ses caractéristiques. C'est une question qui a été posée par Statistique Canada dans l'enquête sur la diversité ethnique. Puis ce qu'on constate, c'est que la proportion d'immigrants qui s'identifient à la culture québécoise ou canadienne-française est inférieure à 5 %. Chez la deuxième génération, c'est un petit peu plus important, on parle d'environ 20 %, mais donc ça veut dire que chez la deuxième génération, donc les enfants nés au Québec de parents immigrants, il y en a seulement 1 sur 5 environ qui s'identifient à la culture québécoise. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que l'immense majorité des immigrants et leurs descendants vont donc, oui, gonfler la population du Québec, mais il risque aussi de marginaliser la culture québécoise et le fait français au Québec. Donc évidemment, tout ça a un impact sur, comme je disais, sur la composition de la population du Québec. Donc, si on regarde concrètement l'impact de l'immigration sur la population sur la composition de la population, donc ce que ça donne, j'ai sélectionné quelques indicateurs. Donc, au Québec, dans l'ensemble du Québec, par exemple, la part d'immigrants a évidemment augmenté, passé de 8,2 % à 12 % environ. La proportion de personnes qui ne parlent pas le français à la maison, elle aussi a augmenté un peu, de 15 % à 17 %. Puis les pratiques religieuses, les autres confessions religieuses ont également augmenté. Donc, par exemple, la proportion de musulmans a doublé entre 1991 et 2001.
Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que pour l'ensemble du Québec, finalement, les changements sont quand même relativement lents et peu importants sur un espace de 20 ans. Donc, il y a une petite diversité qu'on peut ajouter, mais pour l'ensemble du Québec, ça demeure quand même assez modeste. Par contre, puisque, évidemment, 70 à 75% des immigrants s'installent sur l'île de Montréal et que la plupart y restent après leur installation, les impacts des changements sont géographiquement très concentrés. Donc, si on prend les 3 indicateurs précédents, on constate que l'augmentation est beaucoup plus importante. Par exemple, la proportion d'immigrants est passée en 1986 et 2006 de 21 à 31 la proportion de la population qui ne parle pas français à la maison, quand elle est passée de 38 à 45 puis la proportion de la population musulmane est passée de 2 à 5 Puis, ensuite, si on regarde ce que nous réserve l'année, si les politiques d'immigration actuelles se poursuivent. Donc, voici ce que ça donne. Donc, je présente ici la répartition de la population selon le statut de génération, en distinguant la région métropolitaine. Donc, la région métropolitaine, c'est Montréal et sa banlieue, et le reste du Québec. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop le concept, le statut générationnel, par exemple, la première génération, c'est les immigrants, donc les personnes nées à l'étranger. La deuxième génération, c'est les personnes nées au Canada, mais dont au moins un des 2 parents est né à l'étranger. Puis la troisième génération, c'est ceux dont les 2 parents sont nés au Canada. Donc, on voit ici que les changements démographiques sont encore beaucoup plus importants à Montréal que dans le reste du Québec. Donc, par exemple, les personnes de cette troisième génération ou plus, en bleu, passeront d'environ 60% en 2006 à Montréal à 50% en 2031, alors que dans le reste du Québec, ça demeure quand même nettement majoritaire, donc ça va quand même être à plus de 90% en 2031. Cela se répercute évidemment sur d'autres caractéristiques, par exemple la proportion de francophones. À Montréal, sa banlieue, ça va diminuer rapidement. Donc, ça va passer dans la région métropolitaine, donc ça passerait de 70% tout en vert ici à 60% en 2051. Sur l'île de Montréal, la baisse est encore plus importante, donc ça atteindrait un seuil inférieur à 50% dans les années qui viennent. Puis la chute continuerait dans le temps pour atteindre un peu plus que 40% seulement en 2051. Alors que dans le reste du Québec, oui, on assiste à un déclin, mais quand même, la proportion de francophones, le français, on ne peut pas dire qu'il est menacé dans le reste du Québec, ça demeure quand même très nettement majoritaire avec plus de 90% de la population. Si on regarde ensuite la confession religieuse, on remarque les mêmes transformations. Donc, ceux qui se déclarent catholiques, donc en bleu, sont déjà beaucoup moins nombreux à Montréal que dans le reste du Québec, donc 70% à Montréal contre 90% dans le reste du Québec. En 2031, les chiffres respectifs, c'est de 55% à Montréal, donc encore 80% dans le reste du Québec. Donc, ce qui est important ici de constater, c'est que la perte de la religion catholique dans le reste du Québec se fait essentiellement au profit de ceux qui n'ont aucune confession religieuse, alors qu'à Montréal, le déclin du catholicisme se fait au profit des autres religions essentiellement. Puis, si on regarde ensuite, finalement, juste à titre indicatif encore, la proportion de minorités visibles, encore une fois, le reste du Québec demeure à peu près complètement blanc, alors que la proportion de minorités visibles à Montréal va doubler environ, passer de 15% à 30%. Donc, voilà pour les impacts démographiques. On pourrait se dire que le déclin de la culture québécoise sera en quelque sorte le prix à payer pour assurer notre prospérité économique, puisque plusieurs vont prétendre que l'immigration est essentielle pour la santé de nos finances publiques, ou encore plus généralement pour combler les pénuries de main-d'œuvre. Donc, parlons premièrement des pénuries de main-d'œuvre. Je vais d'abord citer Jean Charest, en 2017. Au moment de la consultation publique de 2007, disait ceci, c'est un argument qui était très utilisé encore. Donc, il disait, conséquence de la très faible natalité depuis 20 ans, le Québec aura à combler 700 000 postes de 2007 à 2011. Si on ne règle pas ce problème, le niveau de vie sera affecté. Donc, je pense que c'est un chiffre que vous avez également entendu parler souvent. Encore une fois, on en parle actuellement de 700 000 emplois à combler, une pénurie de 700 000 emplois au Québec. Donc, c'est quoi ce chiffre-là, en fait, qu'on entend partout? C'est en fait une prévision faite par Emploi Québec qui se divise en 2 parties. Donc, une prévision des départs à la retraite. Donc, il y aurait 460 000 personnes qui partiraient à la retraite. Puis, l'autre partie du 700 000 serait des emplois créés par la croissance économique. Donc, on parle de 240 000 emplois, donc en 2007 et 2011. Donc, le premier réflexe, évidemment, qu'on s'attend à ces chiffres, c'est lié à la pénurie. On se dit que finalement, il suffit d'augmenter l'immigration pour lutter contre le problème. Puis ça devrait être facile pour les immigrants de se trouver un travail, étant donné qu'il y aurait une pénurie. Mais, évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Donc, voici pourquoi. Bon, premièrement, les départs à la retraite, ça ne se traduisent pas tous par un emploi libéré. Donc, par exemple, dans la fonction publique, il y a environ un seul retraité sur 2 qui est remplacé. C'est une politique qui est également appliquée dans d'autres entreprises.
il y a des emplois qui sont libérés par la technologie. Donc, un départ à la retraite ne se traduit pas nécessairement par un emploi qui est libéré. Ensuite, les immigrants qui arrivent au Québec ne se contentent pas de travailler, donc ils consomment aussi. Puis, en consommant, nécessairement, ils vont contribuer à créer des emplois. Donc, oui, ils occupent des emplois, mais également, ils en créent. Donc, plus on augmente l'immigration, plus le nombre d'emplois à créer par la croissance économique est important. Autrement dit, le 240 000 emplois ici dépend lui-même du nombre d'immigrants qu'on va recevoir. Donc, plus on reçoit d'immigrants, plus le nombre d'emplois à créer par la croissance économique augmente. Voilà pour ça. Puis je pense que vous avez jadis entendu des idées comme quoi les immigrants viennent voler des jobs des natifs et tout ça. Cet argument-là est également faux pour la même raison. Les immigrants ne viennent pas voler des jobs, étant donné que par leur présence, ils contribuent à en créer également. Donc, l'impact au niveau de l'emploi, généralement, on peut dire qu'il est à peu près nul. Donc, ça ne va pas combler une pénurie, mais ça ne va pas que non plus créer du chômage. Donc, un autre point important aussi, c'est que les immigrants n'ont pas nécessairement le profil pour occuper des postes disponibles. Donc, oui, ils peuvent par exemple avoir certaines pénuries sectorielles dans des emplois très spécialisés ou encore dans des emplois en régions éloignées qui vont demander des compétences très spécifiques, des domaines d'études très, très spécifiques et encore des compétences en anglais et en français avancées. Donc, évidemment, ça ne prend pas seulement une paire de bras pour combler ces emplois-là. Donc, le profil des immigrants n'est pas nécessairement en adéquation avec les postes où il y a réellement une pénurie. Puis finalement, un autre point, pas finalement, mais ensuite, il y a un autre point très important qui est oublié dans ces 700 000 emplois-là comblés, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont en compétition sur le marché du travail pour occuper ces emplois-là. Donc, autrement dit, parmi les 700 000 emplois, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail ne sont pas déduits du 700 000. Donc, on sait qu'actuellement, les enfants des boomers, qui sont quand même assez nombreux, rentrent massivement sur le marché du travail et ils vont évidemment contribuer, ils vont évidemment occuper plusieurs de ces emplois qui sont disponibles. On a également au Québec 300 000 chômeurs. Un chômeur, par définition, c'est quelqu'un qui cherche un travail, donc qui serait intéressé à occuper un travail. Puis on a également des bénéficiaires de l'aide sociale, donc 145 000 bénéficiaires de l'aide sociale qui sont aptes au travail. Ces personnes-là pourraient être intéressées à un retour sur le marché du travail s'ils constatent que les opportunités sont meilleures, s'améliorent. Puis ensuite, il y a évidemment les immigrants, les cohortes précédentes, dont le taux d'activité demeure très faible. Donc les immigrants récents sont arrivés au début des années 2000, ils ont encore des taux de chômage très, très importants. Avant de faire d'autres immigrants, évidemment, il y a eux autres qui sont intéressés également à travailler. Donc finalement, il en reste combien parmi les 700 000 emplois? Il en reste combien pour les immigrants? Combien vont pouvoir être comblés par les immigrants? La réalité, c'est qu'on ne le sait pas. Puis on ne peut pas le savoir. Donc, quand le ministre de l'Immigration, la ministre de l'Immigration dit que tant d'emplois vont être occupés par les immigrants et que sans ces immigrants-là, les emplois vont pouvoir être comblés, elle parle à travers son chapeau parce que c'est évidemment impossible à déterminer. Puis un autre point important, il y a les incertitudes économiques qui vont jouer évidemment à la fois sur la croissance économique et sur le départ à la retraite. Donc, quand il peut y avoir des turbulences économiques, les retraites peuvent être repoussées pour certaines personnes et le nombre d'emplois créés par la croissance économique sont évidemment beaucoup moins importants. Donc aujourd'hui, on est en 2011, on a passé au travers une crise économique en 2008-2009. Et finalement, donc, où sont les 700 000 emplois qui sont à combler? On ne les voit pas vraiment. Donc, en fait, quand M. Charest disait que si on n'a pas ce problème, notre niveau de vie sera affecté, on ne sait pas trop sur quoi il se base finalement. Puis en fait, dans les secteurs où il y a réellement une pénurie, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une pénurie dans certains secteurs de l'économie, mais ça se réduit généralement par une augmentation des salaires. Donc, simplement les offres générales de l'offre et de la demande. Puis évidemment, l'augmentation des salaires, du point de vue du travailleur, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ensuite, un autre objectif lié aux politiques d'immigration, c'est un qui est évidemment plus économique. Donc, on prétend que l'immigration est essentielle pour la prospérité économique. Donc, on avait vu que le principal impact démographique de l'immigration, c'est en quelque sorte d'augmenter la taille de la population. Sans que ça ait vraiment un impact sur la structure par âge. Donc, nécessairement, quand on augmente la taille de la population, on augmente aussi le PIB. Puisque, le PIB dépend puisqu'en fait, en augmentant la taille de la population, on augmente les facteurs de production. Donc, par contre, le seul indicateur, donc le PIB pris tout seul, ne veut pas dire grand-chose sur la prospérité économique.
Puis en fait, ça a été bien compris. J'ai juste cité un rapport qui a été fait en Grande-Bretagne qui portait justement qui visait justement à conseiller le gouvernement sur les politiques d'immigration. Ça s'applique également pour le Québec, évidemment. Donc, ça disait le PIB global sur lequel le gouvernement a mis l'accent avec ténacité est une critère non pertinent et trompeur dans l'évaluation de l'impact économique de l'immigration. La taille de l'économie n'est pas un indicateur de prospérité. L'analyse doit plutôt se concentrer sur les effets de l'immigration sur le revenu par tête de la population. Donc, évidemment, plus on augmente le PIB, si on augmente la population de nombre encore plus important, le PIB par habitant pourrait diminuer. Donc, ce serait à ce moment-là pas un impact positif. Pour donner un exemple concret, l'Inde, un PIB beaucoup plus gros que le Luxembourg, pourtant, le Luxembourg demeure beaucoup plus prospère que l'Inde. Donc, évidemment, au niveau du revenu par tête, les conclusions des études scientifiques sont beaucoup moins tranchées que ce que le gouvernement essaie de dire. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer. L'impact sur le PIB par habitant, par exemple, ou sur les salaires des natifs, c'est quelque chose de vraiment difficile à mesurer. Une mauvaise approche qui est parfois utilisée, donc une approche qui serait intuitive, c'est simplement de comparer les régions en fonction du nombre d'immigrants. Donc, par exemple, si on se dit Toronto reçoit plus d'immigrants que Montréal et Toronto est plus prospère que Montréal, donc l'immigration a un impact positif. Évidemment, c'est pas une bonne méthode, donc c'est une approche qui est très biaisée, parce que la réalité est évidemment plus complexe qu'une simple corrélation comme ça. Donc, un économiste, M. Porges, il a bien expliqué pourquoi on ne peut pas faire une telle relation de causalité. C'est que les systèmes économiques sont en fait beaucoup trop complexes pour pouvoir faire la simple corrélation. Donc, d'abord, les flux d'immigration sont eux-mêmes déterminés par les conditions économiques en vigueur dans les différentes régions. Donc, on vient donc, en quelque sorte, à inverser la cause et l'effet, et l'effet causal, en fait, vont avoir peut-être une relation d'interdépendance. Donc, par exemple, si les immigrants se dirigent vers Toronto, c'est préalablement parce qu'elle est prospère. Donc, si elle n'était pas prospère, on peut imaginer qu'il y aurait beaucoup moins d'immigrants qui iraient. Ce n'est pas nécessairement donc leur présence qui va contribuer à la prospérité. Donc ensuite, la migration interrégionale des natifs peut elle-même être affectée par les flux migratoires internationaux. Donc on parle là de lois qui sont plus complexes de l'offre et de la demande. Donc par exemple, si une région reçoit beaucoup d'immigrants, ça peut devenir moins attrayant pour un natif d'aller dans cette région, surtout si un natif est en compétition sur le marché du travail avec ces immigrants-là. Donc si on prend un stéréotype qui est bien utilisé, si un fort contingent de nouveaux arrivants à Montréal qui se bousculent pour être chauffeur de taxi, ça peut devenir beaucoup moins intéressant pour un chauffeur de taxi de Victoriaville, par exemple, de venir s'installer à Montréal, puisque la compétition dans son domaine va être très très forte. Alors qu'en l'absence d'immigration, il y aurait peut-être eu une opportunité qui l'aurait fait migrer. Donc en fait, donc ensuite, puisque les immigrants sont en compétition avec les natifs les moins riches, généralement, donc on assiste au phénomène suivant. Donc les natifs les plus riches vont se concentrer dans les grands centres, alors que les natifs les moins riches vont les éviter pour ne pas être en compétition avec les nouveaux arrivants. Donc ce phénomène-là va créer une espèce d'impression artificielle comme quoi l'immigration va enrichir la population de l'accueil, mais en fait, elle va seulement venir altérer la dynamique migratoire. Donc en bref, si l'immigration a un impact sur l'économie, l'impact ne va pas seulement se faire sentir là où l'immigration se concentre. Donc son impact en fait va être diffusé à l'ensemble des régions. Donc par exemple, si l'immigration fait diminuer les salaires d'une catégorie de travailleurs en Californie, ben, les travailleurs natifs de cette catégorie vont peut-être cesser de venir s'installer en Californie jusqu'à temps que les salaires deviennent environ équivalents à ce qu'ils sont dans le reste du pays. Donc ce principe s'applique pas seulement aux régions, il s'applique également au secteur de l'économie. Donc en bref, l'impact économique de l'immigration peut être très très diffus. Il est très très difficile à cibler pour en mesurer son véritable impact. Mais néanmoins, il y a certaines techniques qui existent. Puis c'est là que ce qu'on appelle dans l'économie les modèles de croissance vont apporter une certaine contribution qui peut être intéressante. Donc en fait, il y a une très grande quantité de facteurs qu'il faut tenir en compte pour mesurer l'impact de l'immigration. Donc ces modèles-là, c'est des modèles qui sont très ambitieux, qui sont le résultat d'immenses efforts de conceptualisation qui visent à intégrer en quelque sorte toutes les variables économiques qui pourraient être pertinentes. Il y a quand même plusieurs économistes qui se sont risqués. Puis le but, en quelque sorte, c'est de modéliser l'évolution du taux de croissance de l'économie et des causes du niveau de ce taux de croissance. Donc, en fait, il doit prendre en compte ici tous les facteurs qui, en dehors de l'immigration, pourraient influencer le PIB, les salaires, les emplois de bon et tout ça. Donc, de cette manière, on prend aussi en compte les interrelations entre l'immigration et les divers processus de la croissance économique.
Donc c'est là qu'on entre en quelque sorte dans les modèles économétriques. Puis on s'entend que les résultats de telles études doivent être interprétés avec une très grande prudence, puisque c'est des modèles qui sont évidemment basés sur des hypothèses qui sont parfois douteuses ou parfois qui sont critiquables, si on peut dire. Donc, je ne vais pas évidemment citer chacune des études. Il y en a un très grand nombre qui ont été faites, qui portent sur des régions différentes, qui vont utiliser des modèles, des hypothèses différentes. Par contre, au Québec, il n'y en a aucune qui a été faite. Je vais juste le mentionner comme ça. Donc, le gouvernement n'a vraiment jamais cherché à savoir l'impact économique sur le PIB par habitant, par exemple, sur les salaires de l'immigration. Ils sont contentent généralement de dire que c'est positif sans vraiment se baser sur quoi que ce soit. Par contre, ça a été fait dans d'autres pays. Puis, il y a une méta-analyse qui a été faite donc par Simonetta Longhi. Donc, pour vous donner une idée de c'est quoi une méta-analyse, c'est en quelque sorte une compilation des résultats de plusieurs études sur le sujet afin de vérifier si on peut dégager une tendance lourde. Donc ces chercheurs-là ont compilé les résultats de 45 études qui portaient sur l'impact économique de l'immigration qui ont été réalisées en 1982-2007. De ces 45 études-là, il y a eu 1572 estimations qui ont été produites. Puis, ça portait sur 4 variables. Donc, essentiellement, l'impact de l'immigration sur les salaires, l'impact sur le chômage, sur l'emploi et sur l'activité. Donc, je présente les résultats de la méta-analyse sur ces 4 variables. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, je vais essayer de vulgariser parce que c'est comme pas très évident à comprendre. Oui, la souris. Donc, en haut, en gros, c'est des résultats qui sont négatifs et significatifs. Donc, on dit que l'immigration aurait un impact négatif sur la variable. Donc, on voit les 4 variables ici. Donc, l'impact ici, dans la première ligne en gras, ici, ce serait ceux qui sont négatifs et significatifs. Dans la deuxième ligne en gras, c'est ceux qui ne sont pas significatifs, donc ceux qui diraient que l'immigration n'a aucun impact sur la variable. Puis, la ligne ici, c'est ceux qui diraient que l'immigration aurait un impact positif et significatif. Bon, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est que pour les 4 variables, plusieurs des résultats ne sont pas significativement différents de 0. Donc, en fait, près de la moitié. Donc, sur les 1572 estimations, il y en a 815 qui disent que l'immigration n'a aucun impact sur la variable en question. Pour ceux qui sont significatifs, ils sont un peu plus nombreux généralement à être négatifs que positifs. Donc, si on prend l'exemple des salaires employés, sur les 854 estimations qui ont porté sur l'impact de l'immigration sur les salaires des natifs, il y en a 381 qui ne sont pas significatifs, donc qui auraient un impact nul. Il y a 263 études qui auraient montré que l'impact serait négatif, légèrement négatif, on s'entend, et 210 que l'impact serait positif. Mais bon, on s'entend que ce soit négatif ou positif, l'impact demeure quand même très faible. Puis en fait, la conclusion de cette compilation de résultats, c'est celle-ci. Les conclusions de cette recherche de synthèse sont que l'impact de l'immigration sur le marché du travail de la population native est très faible sur le plan quantitatif et que les coefficients estimés sont statistiquement insignifiants plus d'une fois sur 2. Ces résultats viennent renforcer le consensus qui a émergé dans la littérature concernant l'impact sur le marché du travail au niveau macro. Donc, vous vous souvenez, au début, j'avais mentionné une journaliste qui parlait d'un consensus parmi les syndicats, parmi les politiciens, comme quoi c'était positif qu'on avait besoin. Si on regarde le milieu scientifique, le milieu des économistes, le consensus, c'est le suivant, en fait. Donc, c'est que l'immigration, finalement, n'a pas un impact très important. Puis, en fait, donc, c'est ça, le consensus généralement admis, c'est que l'impact est très faible, généralement significatif, parfois positif, mais plus souvent négatif. Donc, je vais citer encore une fois, j'aime bien les citations, Marc Termotte, qui est un démographe et économiste québécois. Il aussi a fait une synthèse des études sur la question et conclut ceci au niveau empirique. Donc, quelle que soit la méthode adoptée, quel que soit le pays analysé, quelle que soit la période considérée, les résultats convergent tous vers la même conclusion. L'immigration n'exerce qu'un effet marginal, non significativement différent de 0 sur l'évolution du revenu par habitant, du salaire et du taux de chômage. Ce type de résultat est évidemment important du point de vue politique, car en constatant son absence d'impact positif, on enlève à la politique d'immigration de la plupart du pays, entre autres celle du Canada, une de ses justifications premières. Donc, autrement dit, on a un consensus scientifique, c'est que les enjeux, les enjeux économiques ne sont pas pertinents lorsqu'il vient le temps d'élaborer nos politiques d'immigration. Dans le cas du Québec, comme j'ai mentionné, il n'y a aucune étude qui a été réalisée par le gouvernement. Peut-être que l'impact est légèrement positif, peut-être que l'impact est légèrement négatif, mais peu importe, c'est clair que l'impact économique ne mérite pas de figurer au premier plan des politiques d'immigration, puisque l'impact demeure très très faible. Bon, jusqu'à maintenant, on a parlé de l'impact sur certains pans de l'économie, mais on n'a pas abordé la question des finances publiques qui revient quand même assez souvent. Donc, qu'est-ce qu'on en sait au niveau de l'impact de l'immigration sur les finances publiques?
En réalité, encore une fois, on n'en sait pas grand-chose. Donc, encore une fois, au Québec spécifiquement, le gouvernement n'a jamais cherché à mesurer l'impact sur les finances publiques de l'immigration. Il se contente généralement d'affirmer que c'est positif sans vraiment chercher à valider son point. Évidemment, comme vous allez voir encore une fois, c'est loin d'être soit c'est nécessairement positif. Pour mieux comprendre l'impact du revenu sur les finances publiques, je présente ici une figure qui a été réalisée aux Pays-Bas. Cette étude-là a en quelque sorte cherché à mesurer l'impact de l'immigration sur les finances publiques. Je vais essayer d'expliquer brièvement encore parce que c'est pas très clair de la figure. Donc, ils vont encore en quelque sorte supposer trois hypothèses de profil des immigrants. Donc, ils disent si les immigrants performent très bien sur le marché du travail, c'est la courbe en noir pleine ici. Si les immigrants performent de la même manière que le néerlandais moyen, ce serait celle-là ici. Finalement, si les immigrants performent comme les immigrants non occidentaux performent comme ils performent selon les données observées au cours des dernières années, l'impact serait le suivant ici. Donc ici, c'est l'impact selon l'âge à l'arrivée au niveau des finances publiques, au niveau de la vie. Donc, ce que ça dit en gros, c'est que si les immigrants s'intègrent très bien au niveau du marché du travail, sont des bons emplois, des bons emplois avec des bons revenus, l'impact serait probablement positif au niveau des finances publiques. Bon, ça varierait dépendamment de l'âge à l'arrivée. En revanche, s'ils performent de la même manière sur le marché du travail que le néerlandais moyen, l'impact serait positif seulement s'ils arrivent entre 15 et 45 ans environ. En revanche, selon les caractéristiques sur le marché du travail actuel des immigrants non occidentaux aux Pays-Bas, l'impact est négatif au niveau des finances publiques, donc peu importe l'âge à l'arrivée, il serait en bas de zéro. Donc, au Québec, comme je disais, ça n'a pas été mesuré. Ça, évidemment, ça peut varier énormément d'un pays à l'autre. Donc, ça va varier, évidemment, selon de la couverture sociale que le pays offre et des niveaux d'imposition et plusieurs facteurs comme ça. Donc, par exemple, si on prenait la même étude aux États-Unis, l'impact serait probablement moins négatif au niveau des immigrants qui performent moins sur le marché du travail, puisqu'ils payent moins d'impôts à partant et que la couverture sociale est moins importante. Donc, quand la couverture sociale est moins importante, les dépenses du gouvernement sont moins importantes, donc l'impact est à moins élevé. Au Québec, comme je disais, ça n'a pas été mesuré, mais par contre, on connaît quand même assez bien les résultats de l'immigration sur le marché du travail. Et on sait que ces résultats sont généralement mauvais depuis, en fait, une nette dégradation depuis les années 80 des performances économiques sur le marché du travail des immigrants. Donc, je présente ici par exemple le taux de chômage selon le niveau d'éducation et la période d'arrivée à celui des non-immigrants. Donc, en bleu, c'est les immigrants arrivant de 96 et 2000. En rouge, c'est sur les 91 et 95. Puis en vert, c'est les non-immigrants. Donc, on remarque en fait dans un premier temps que peu importe la scolarité, le taux de chômage des immigrants est beaucoup plus élevé que celui des natifs. Donc, en fait, les immigrants récents qui ont un diplôme universitaire, donc les immigrants qui ont un diplôme universitaire en bleu ici, ont un taux de chômage environ équivalent à celui des natifs qui n'ont aucun diplôme. C'est évidemment encore pire pour les immigrants qui n'ont aucun diplôme, qui ont seulement un DES. Donc, la situation s'améliore évidemment avec les années. Donc, plus l'immigrant est ici plus longtemps, plus il va s'intégrer au marché du travail, mais évidemment, jamais il va réussir à rattraper au niveau du taux de chômage, par exemple, ce qu'on observe chez les non-immigrants. Donc, les immigrants sont moins nombreux à travailler, mais sont également, mais de plus, ceux qui travaillent ont également un revenu nettement inférieur à celui des non-immigrants. Donc, c'est ce qu'on voit sur le graphique ici. Donc, parmi les 25-44 ans, un immigrant gagne environ 10 000 de moins. Donc, si on regarde ici, parmi la population totale en rouge, un immigrant gagnerait 10 000 de moins qu'un non-immigrant. Donc, parmi tous les immigrants, peu importe la période d'arrivée. Donc, évidemment, ça va inclure les réfugiés et les autres personnes qui n'ont pas été sélectionnées par le gouvernement. Mais si on limite l'analyse à seulement la population qui a un baccalauréat ou plus, on constate que finalement, la situation n'est pas tellement meilleure pour les immigrants. Donc, il y a un léger gain d'environ 2 000 au niveau du revenu pour les immigrants, mais la différence devient encore plus importante entre les non-immigrants et les immigrants à ce niveau-là. Donc, en fait, même les immigrants qui ont un diplôme universitaire ont quand même un revenu nettement inférieur à celui de la population totale, peu importe le niveau d'éducation. Puis évidemment, dans un système d'impôt progressif comme le nôtre, l'impact sur les finances publiques dépend largement du revenu.
Donc, les individus qui ont un faible revenu paient évidemment beaucoup moins d'impôts. Puis les résultats des performances sur le marché du travail, donc illustrés ici. Donc, ce qu'on constate, c'est que peu importe la période d'arrivée, les immigrants paient en général en moyenne beaucoup moins d'impôts que les natifs. Puis évidemment, ils paient moins d'impôts, mais ils ont quand même le même nombre de besoins en certains services sociaux, même parfois plus. Donc, en fait, tout ça pour dire que voilà pourquoi la contribution n'est pas nécessairement positive. Ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement négative. La réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment, en fait, mais qu'on peut supposer, étant donné les mauvaises performances, que ce serait possible, finalement, que l'impact serait négatif. Il faudrait que le gouvernement cherche à le mesurer. Évidemment, pour le ministère de l'Immigration, ce serait quelque chose d'assez difficile à faire. En fait, c'est que ça risque de leur nuire, puisque s'ils risquent de constater un impact négatif, ce qui risque d'arriver, étant donné ce qu'on connaît des autres études qui ont été faites dans le reste du monde. Donc, s'ils constatent un impact négatif, ça y enlèverait beaucoup de crédibilité au niveau de ces politiques d'immigration. Donc, ils préfèrent finalement rester aveugles sur le sujet. Donc, face à de tels constats, il y a plusieurs personnes qui pourraient être portées à croire qu'il suffirait en fait de mieux sélectionner les immigrants pour assurer qu'il y ait une meilleure intégration sur le marché du travail, donc de meilleures performances sur le marché du travail. Mais encore une fois, c'est pas si simple que ça. On ne peut pas simplement décider de mieux sélectionner. Bon, en fait, c'est que la réalité, c'est que les immigrants francophones et qualifiés ne sont pas si nombreux au port du Québec. Donc, on ne peut pas à la fois avoir une immigration très nombreuse, francophone et qualifiée selon les besoins. Donc, en fait, c'est soit ils sont nombreux et francophones sans être nécessairement très bien adaptés au marché du travail. Dans ce cas, l'impact sur les finances publiques serait probablement négatif. Soit ils sont qualifiés francophones mais peu nombreux. Donc, on aurait donc une bonne intégration économique et culturelle, donc une meilleure intégration économique et culturelle, mais les impacts globaux à ce moment-là seraient encore plus faibles, étant donné que le nombre d'immigrants serait beaucoup plus faible aussi. Puis finalement, soit ils sont qualifiés et nombreux, mais pas francophones. Puis cette dernière option signifierait évidemment coup sûr la dispersion ou une très forte marginalisation du français à Montréal. Et ça augmenterait évidemment, ça amplifierait les différences qu'on peut observer au niveau de la composition de la population entre Montréal et le reste du Québec. Pour expliquer brièvement pourquoi on ne peut pas augmenter les critères de sélection, donc je vous présente ici la grille de sélection du Québec, donc c'est la grille actuellement en place. Donc, comme on peut voir, c'est qu'elle est quand même assez peu sélective. Donc, il y a d'abord un seuil d'employabilité qui est déterminé à 42 sur 92. Puis, une fois que le seuil d'employabilité est passé, il y a le seuil de passage qui va dépendre des caractéristiques comme les enfants, l'autonomie financière éliminatoire et l'adaptabilité. Donc, le seuil d'employabilité est déterminé évidemment par des critères qui sont quand même pertinents. Donc, on parle de critères importants pour la performance sur le marché du travail. Par exemple, le niveau de scolarité, le domaine de formation, donc ce seraient les domaines qui sont en demande sur le marché du travail, l'expérience professionnelle, l'âge, les connaissances linguistiques. Mais bon, en fait, c'est que oui, il y a beaucoup de points qui sont accordés pour les critères importants, mais qu'en bout de ligne, pour se qualifier, c'est pas nécessaire actuellement de vraiment faire des points partout dans tous ces domaines-là. Donc, donner un exemple plus concret de c'est quoi le profil d'une personne qui se qualifierait environ à ce niveau-là, selon la grille. Donc, j'ai un exemple fictif ici. Donc, une Madame X qui a 35 ans, donc pour 35 ans, elle a tous les points de niveau d'âge, elle donne 16 points. Elle a une licence en langue et civilisation slave à l'Université Cheikh-Anta Diop pour 10 points. Je tiens à spécifier que c'est un diplôme qui existe pour vrai. Puis, donc, ça lui donne 10 points au niveau de la scolarité. Bon, elle n'a jamais travaillé de sa vie, donc 0 point pour l'expérience sur le marché du travail. On sait que les employeurs portent quand même une bonne attention sur l'expérience au niveau de l'embauche. Donc, elle n'a jamais travaillé à 35 ans. Au niveau des compétences linguistiques, donc elle parle bien français, 14 points, mais par contre son anglais est un peu difficile, donc elle a seulement 2 points pour l'anglais. Donc, seulement avec ce profil-là, elle atteint le seuil d'employabilité qui atteint. Donc, autrement dit, une fois qu'elle a rempli le formulaire, elle a un message qui va lui apparaître, qui va lui dire félicitations, le Québec a besoin de vous pour. Votre profil correspond aux attentes du marché du travail pour le Québec. Bon, ensuite, la madame donc, est divorcée, disons, elle a deux enfants, ça lui donne 8 points au niveau des enfants. Pour l'adaptabilité, c'est un critère qui est très subjectif, donc c'est l'agent d'immigration qui va l'interviewer, qui va voir si
sa personnalité s'adapte bien finalement au Québec. Donc, tu sais qu'elle dise qu'elle aime la neige et qu'elle aime le sirop d'érable, donc elle a des points pour ça. Puis bon, l'autonomie financière, c'est un critère qui est éliminatoire, donc ça c'est obligatoire finalement. Donc, avec ce profil-là, le ministère de l'Immigration vient d'accepter 3 travailleurs qualifiés. Donc, ces enfants comptent aussi comme travailleurs qualifiés, même si évidemment leurs caractéristiques sont pas prises en compte, et elles aussi. Évidemment, on s'entend que cette dame risque d'avoir des difficultés assez grandes sur le marché du travail quand même. Donc, son diplôme ne va probablement pas lui servir, du moins dans les médias. Probablement qu'il va falloir qu'elle retourne aux études ici. Mais par contre, elle a déjà des enfants, donc un retour aux études n'est pas nécessairement possible pour elle, étant donné les difficultés financières. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'elle va soit être sur le chômage assez longtemps, soit elle va occuper un petit emploi qui ne demande pas de qualification. Donc, très vraisemblablement, cette famille-là va arriver au Québec et va rester pendant une période assez importante dans la pauvreté. Donc, vous dites peut-être que j'exagère en mettant un profil comme ça. Donc, en fait, parce que j'ai mis le seuil de passage exact, puis que peut-être que ce serait très peu d'immigrants qui se qualifieraient de la sorte. Mais en fait, si on regarde la façon dont est distribués les immigrants selon cette grille, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, il y a pas moins de la moitié des immigrants. Donc, en fait, 55% des candidats acceptés le sont soit avec la note de passage, soit avec un résultat de seulement 1 à 3 points au-dessus du seuil de passage. Donc, autrement dit, la majorité des immigrants sélectionnés par le Québec atteignent à peine le seuil d'acceptation. Donc, ce sont donc plutôt des personnes dont le profil ressemble à celui que j'ai présenté. Ça implique évidemment que si on ose ces critères, donc si par exemple on décide de passer le seuil de 55 points ici à, par exemple, 60 points, donc ça implique qu'on perd pratiquement la moitié des immigrants et même plus. Donc voilà, la réalité c'est que justement les immigrants qualifiés selon les besoins du marché du travail ne sont pas si nombreux au port du Québec. Même que le seuil de 55 000, en fait le Parti libéral avait choisi 55 000 comme seuil pour 2010, comme objectif en fait, puis ils n'ont même pas réussi à l'atteindre. Donc en fait, là, actuellement, ils prétendent vouloir diminuer à 50 000 immigrants le nombre annuel reçu. En fait, ce serait une stabilisation par rapport à ce qui était accepté réellement, puisque le 55 000 qu'ils avaient dans leur objectif n'a jamais réussi à être atteint, malgré la grille qui est quand même assez peu rigoureuse. Donc, à titre de comparaison, je vais vous présenter la grille du Canada. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, le Québec sélectionne ses propres immigrants, disons ses propres travailleurs qualifiés, et le Canada aussi a son propre système, et ces deux systèmes sont légèrement différents. Donc, la grille du Canada est différente de celle du Québec. Mais la réalité, c'est que la grille du Canada est en fait beaucoup plus rigoureuse que celle du Québec. Donc, si on regarde le seuil de passage, il est de 67% environ au Canada, alors qu'au Québec, c'était à peine 50%. Autrement dit, on entend souvent que le Québec sélectionne les immigrants selon ses besoins économiques. En fait, la très grande majorité des immigrants qui sont sélectionnés par le Canada seraient également acceptés par la grille du Québec. Le contraire est pas vrai, par contre. Beaucoup d'immigrants acceptés par le Québec ne seraient pas dans le reste du Canada. Donc finalement, on peut, pour résumer l'essentiel de mon propos, des volumes réalistes d'immigration ne peuvent pas ralentir de façon importante le vieillissement de la population. Donc on a vu que ça pouvait ralentir le vieillissement de seulement 1 an ou 2 environ, puis ça de manière conjoncturelle seulement. Donc si on poursuit les projections plus longtemps, on se rend compte que l'impact devient à peu près nul au bout de quelques années. Concernant l'impact économique, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à mesurer, mais on n'a en fait aucune évidence comme quoi l'impact est nécessairement positif, comme le suppose des politiques d'immigration. Selon ce qu'on sait des études qui ont été faites ailleurs, en fait, l'impact va dépendre des performances économiques des immigrants sur le marché du travail. Puis on sait qu'au Québec, elles sont plutôt mauvaises. Donc l'impact pourrait être négatif. Ça ne veut pas dire qu'il est, ça ne veut pas dire qu'il est très négatif, mais il pourrait être négatif. C'est une possibilité que le gouvernement devrait quand même prendre en compte. Puis ensuite, comme on a vu tout de suite après, la grille de sélection, c'est un outil qui est très limité. On ne peut pas finalement augmenter les critères sans diminuer les seuils d'immigration. Donc, ça complète la présentation. Je fais 1 heure environ. Donc, merci de votre attention.